Sache, ô prince, qu'entre ces temps où l'océan engloutit l'Atlantide et ceux-là qui virent l'ascension des fils d'Aria fut un âge de prodiges, où la terre se couvrit de royaumes comme le firmament d'étoiles. Némédie, Orphire, Brithunie, Hyperborée, Zamora avec ses femmes aux chevelures de nuit, ses tours hantées de mystère, Zingara et sa chevalerie, Koth en bordure des prairies de Shem, la Stygie et ses tombeaux gardés par des ombres, l'Hyrcanie avec ses cavaliers bardés d'acier, vêtus de soie et d'or. Mais entre tous, l'état le plus prestigieux était l'Aquilonie, qui régnait sur l'Occident tel un rêve de splendeur. Lors vint Conan, le Cimérien, à la crinière noire portant haut le glaive. Larron, pillard, égorgeur aux gaietés débordantes, aux tristesses insondables. Et sous le cuir brut de ses sandales croulaient les trônes de la terre. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du collectif avec Ikalan des Contes de la Lune Gibbeuse et Gagago du Frikicast. Et aujourd'hui, nous allons vous parler tous les deux de Conan le Barbare. De Conan le Barbare de la Genèse par son auteur Howard, en passant par les comics et le cinéma. Mais nous allons commencer donc par le début, par l'auteur. Et donc, mais avant toute chose, Ikalan, comment ça va ? Bah ça va, super. Super. Gagego, je suis très content de faire cet épisode avec toi. Ça faisait quelques temps qu'on en parlait. Oui, ça faisait un petit moment. Ouais. Donc très content de te retrouver, nos auditeurs pour parler de Conan. Et je vais commencer déjà avec un petit taquet parce que moi je suis un puriste. On ne dit pas Conan le Barbare, mais on dit Conan le Cimérien. Ah, oui, Conan le Barbare. Mais moi, je ne suis pas un puriste. J'ai été élevé à Schwarzenegger et à Marvel. Donc je dis Conan le Barbare. Bon, donc on commence déjà avec deux écoles. C'est très bien. Non, mais bien. c'est vrai, Conan le Cimérien, t'as entièrement raison de le préciser. Effectivement, le personnage, c'est quand même un personnage qui va bientôt avoir 100 ans d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il doit être à 92 ans cette année, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un personnage assez ancien qui a parcouru beaucoup de choses, a été sur beaucoup de supports différents, et donc on va un petit peu voir tout ça ce soir ensemble. Ouais. Il a été sur beaucoup de supports, des très bons, des excellents et des plus contestables. On va dire ça comme ça. Ah oui, oui, effectivement. Mais bon, on va Bon. voir où vont pencher mes goûts pour cette émission. Si vous êtes un des habitués du Freakycast, vous savez que je côtoie quelqu'un qui a des goûts très bizarres. Donc je ne citerai pas le nom ici, mais bon, là ce sera pas le cas. Et Kalan, tu es quelqu'un de bien et de sérieux, donc j'ai hâte d'en apprendre plus avec toi sur ce Conan et de pouvoir partager également mes connaissances sur ce sujet. Je te propose qu'on commence par le commencement, du coup, par l'auteur, et un auteur que tu connais bien, il me semble, Kalan. Alors, pour parler de l'auteur, j'ai envie de vous demander de m'accompagner là. Fermez les yeux 30 secondes. Bon, évidemment, sauf si vous êtes au volant, hein, bien sûr. Mais fermez les yeux et imaginez. Alors que la nuit tombe sur Tarentia, la capitale du royaume d'Aquilonie, tandis que les frontières du pays sont dérangées par les agitations des voisins pictes au nord, un complot prend place pour tuer le roi pendant la nuit. L'ancien roi Numédides a été renversé et un étranger, barbare, un mercenaire de Cimérie s'est assis sur le trône du plus puissant de tous les pays. Une telle usurpation ne peut rester impunie. Les conspirateurs sont déterminés. Il faut tuer le roi Conan. Dans sa chambre, Conan contemple la carte du monde et il se morfond.
Il regrette le temps de ses aventures, la fureur des combats et la vie hors des murs du palais. Il n'a que faire de la politique. C'est un homme d'action, forgé dans le feu des batailles. Ses obligations envers la couronne qu'il porte ne sont qu'un fardeau pour lui. Il ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver sa vie d'avant. Les dieux vont confirmer un soupçon qui sommeillait en lui, celui que des traîtres vont venir pour lâchement le tuer dans son sommeil. Prévenu, le Cimérien revêt son armure et s'apprête à affronter les conspirateurs à l'aide de sa seule grande épée. Ce récit, dont je viens de vous faire le résumé, s'appelle Le Phénix sur l'épée. Il a été publié en 1932 dans les pages du magazine pulp Weird Tale et constitue la première apparition de Conan le Cimérien. Le Phénix sur l'épée, c'est la première nouvelle d'un ensemble de 21 récits écrits par Robert Ervin Howard, et constitue un apport majeur au développement de ce qu'on appellera au fil des années la fantasy, le sword and sorcery ou encore l'heroic fantasy. Et comme Gagago vous l'a dit il y a quelques instants, c'est de Conan dont on va parler aujourd'hui. On va peut-être parler un petit peu de l'auteur si tu en es d'accord, histoire de Oui. situer un petit peu les... Ouais, qui a eu un destin tragique, quoi, tragique. Ouais. Enfin, qui a eu une vie effectivement qui s'est interrompue assez tôt, parce que Robert Ervin Howard est né en 1906 au Texas, et c'est ce qu'on peut vraiment qualifier de mon point de vue un auteur prolifique qui a écrit énormément d'œuvres au cours de sa courte carrière et en fait seulement une vingtaine de nouvelles portant sur le personnage de Conan. Il a écrit plein de trucs, il a écrit plein de persos de tous les genres en plus. Ah oui, parce que dans c'est incroyable, hein. Dans sa bibliographie, alors il écrivait évidemment principalement pour les magazines pulp qui étaient vraiment son moyen de subsistance. Parce qu'il s'était essayé un petit peu à la poésie quand il était jeune, et puis bon, il a malheureusement compris assez rapidement que ça n'allait pas lui permettre de... C'est pas ça qui va lui donner à manger, c'est clair. Exactement. Et pour l'exercice là de cet épisode, je suis allé faire un petit tour sur la page Wikipédia en anglais de Robert Howard, et j'ai essayé de compter le nombre de nouvelles qu'il a publiées. Je vais très sincèrement arrivé à 200, j'ai arrêté de compter parce que je me suis dit bon, on va pas on n'est pas là pour faire une liste à la Prévert, mais voilà, pour information, il était plutôt porté sur des styles d'action avec beaucoup de récits autour de western ou des choses qui traitent plus de traitement de façon fiction historique. Il a fait beaucoup de trucs historiques aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Il avait vraiment envie de croiser une approche historique de ces histoires avec le côté plus action, parce qu'on peut parler par exemple d'un personnage qui s'appelle El Borak, qui est en fait un pistolero texan qui évolue dans l'Afghanistan fin 19e siècle. Tu vois, on a déjà une propension à aller chercher de l'exotisme tout en mettant en avant des personnages auxquels les lecteurs peuvent s'identifier. Mais bon, enfin voilà, donc de l'aventure, des récits de boxeurs, de marins, et quelques autres personnages en plus de Conan qui sont passés à la postérité. On pense au personnage de Solomon Kane. Oui, tout à fait. Qui est un... Comment dire ? C'est pas un inquisiteur, c'est plus une espèce de puritain anglican qui se bat contre les forces du mal, en fait, mais de manière assez brutale. Et Solomon Kane, c'est tout sauf un personnage sympathique, hein. C'est plutôt un personnage vraiment extrêmement sombre qui se bat vraiment contre des armées de démons à travers le monde. Et après, il a effectivement, Robert Howard, eu vraiment tout un pan de son travail qui était dédié à ce qu'on appelle la fantasy, avec des personnages comme Kull l'Atlante, effectivement, le personnage du roi barbare, qui, on le pense maintenant à la lecture de l'œuvre complète de Howard,
en fait, partagent l'univers de Conan, sauf que les aventures de Kull se situent dans le passé par rapport à Conan, mais et carrément dans un âge mythologique, même pour Conan à son époque. On Mm, peut mm. penser aussi au personnage de Bran McMorn, le dernier roi des Pictes, qui fait face aux invasions romaines. Donc là encore, cette volonté de croiser l'approche fantasy avec de la fiction historique. Et pour la petite histoire, parce que tu parlais de Kull tout à l'heure, enfin à Ou l'instant, cul, hein, je sais pas. moi, Kull, ça sonne bizarre, moi je trouve. Enfin, mais bon, comme tu veux. Mais il faut savoir que là, l'histoire, le phénix sur l'épée, là, dont je vous ai fait le résumé, à la base, est une histoire de Kull. Une histoire de Kull. Tu vois pourquoi ça sonne bizarre? À la base, c'est une histoire de Kull qui a été refusée par l'éditeur en chef de Weird Tale. Et Howard a pris sur lui de réadapter à la marge son histoire, mais surtout en a changé le personnage principal. Et donc il y a une réelle proximité dans les deux personnages de Kull et de Conan, en ce que, bah, effectivement, Conan a été créé sur les restes d'une histoire refusée de Kull. Et c'est aussi pour ça que dans la première histoire de Conan, on n'a pas un jeune Conan fraîchement débarqué de sa cimmérie natale. Non, on a un Conan d'âge mûr qui a vécu beaucoup d'histoires, beaucoup d'aventures et qui a réussi à la seule force de son épée à monter sur le trône d'Aquilonia. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de temporalité. Vraiment, quoi. C'est pas chronologique, les histoires de Conan, la manière dont c'était publié à l'époque par Howard. Il commence par âgé, après on le voit plus jeune, on voit les différentes périodes, mais sans Tout à fait. aucun sens chronologique en fait. C'est ça, et il y a eu après des travaux d'éditeurs qui ont tenté de remettre un petit peu d'ordre chronologique entre les histoires basées sur les descriptions que Howard donnait de Conan, mais sachant que effectivement en fait ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt de se dire je vais lire les histoires de Conan dans un ordre chronologique. Ça n'apporte absolument rien parce que ce n'est pas un feuilleton en tant que tel. Oui, mais il y a quand même l'évolution du personnage, parce que c'est ça qui est aussi super, avec Conan, c'est que c'est quelqu'un Ah, on, bah, qui passe, qui finit roi en fait, on qui est connaît sa barbare et destinée, qui finit ouais. roi, quoi. Ouais, tout à fait. On connaît Mm, sa destinée. On sait mm, mm. quel est son destin et que son destin c'est de s'asseoir sur le trône d'Aquilonie, mais fondamentalement c'est pas de, enfin moi mon impression C'est pas c'est comme ça, oui, c'est tout à fait, c'est pas comme ça que l'auteur l'a voilà, transmise de toute manière. il veut pas, il cherchait pas à nous montrer, regardez, on part du point A pour arriver au point B. Non, c'est plutôt, euh, il va y avoir des aventures, il y a des choses à dire parce que le personnage de Conan est bien plus complexe en fait que ce qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'on peut avoir, quand on prend les choses de l'extérieur, et moi-même, quand j'ai découvert Conan, j'avais un petit peu cette impression-là, d'avoir juste l'impression que c'est un personnage assez monodirectionnel, que c'est entre guillemets juste une montagne de muscles et pas très malin. Alors que non, quand on regarde de manière un peu plus détaillée, Conan, c'est C'est pas du tout une montagne de muscles d'ailleurs dans le roman, quoi. Ça, c'est euh, vraiment l'image qu'on a donnée Schwarzenegger, bah, bon, on en il parlera est, plus tard, mais à la base, il est plutôt agile, rapide. oui, c'est vrai qu'il a Mm, mm. cette particularité-là, c'est que c'est un corps, mais c'est un corps qui est effectivement souple, bah, qui est quelque chose du félin, quoi, du fauve. Ouais, tout à fait, voilà, comme un puma, ouais, tout à fait. C'est ça. Après, sa force est inhérente à sa condition un peu de sauvage, parce que avant tout, c'est ça, Conan. Conan, Mais c'est le lion, c'est ça, non? C'est pas ça dans le ouais, c'est roman? ça. Il est sous le signe, quoi, il représente le lion, quoi. Il Mm. représente le lion, mais il représente aussi, dans la représentation qui en est faite, c'est toujours un sauvage, c'est toujours un étranger, quelqu'un qui est rejeté partout où il va parce que il n'est pas du coin, c'est quelqu'un avec des mœurs étranges, et de par ses valeurs et par ses actions,
En fait, il met en avant les failles de la civilisation et en fait, l'intérêt de Oui, bah c'est Conan, ouais, c'est exactement ça, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. c'est Il vient, il justement. vient d'un monde extérieur de la civilisation. C'est pas, il dépeint pas Howard la civilisation actuelle avec un héros qui prend le pouvoir, mais vraiment un héros qui vient de l'extérieur, effectivement, et qui va, comme tu dis, exactement comme tu dis, qui va mettre les failles de cette civilisation qui est gangrenée par la politique et par les mages, Tout à et fait. prendre le pouvoir. Ouais. Mm. Et il y a D'ailleurs, il tout. a la peau sombre dans le Oui, bouquin. Enfin, il est décrit à certains moments ayant la peau sombre. il a la peau Bien qu'il vienne sombre. du Nord, c'est une peau sombre, je sais pas, comme un Inuit peut-être, ou Mm. J'ai pas trouvé C'est pas précisé de toute de façon. précision, mais Mm. c'est vrai que c'est pas un blondinet. C'est pas un Mm, blondinet. mm. Il a la peau sombre, il a les cheveux noirs, une belle tignasse sur la tête. Et ce côté en fait d'un personnage solitaire face aux failles de la civilisation, c'est vraiment ce qui caractérise Conan et qui le rend intéressant quand cet angle-là est bien traité. Tu parlais de Brajlon tout à l'heure, des éditions Brajlon En qui off, on a parlé de ça, quoi. ah oui, en off, pardon. Euh, Donc les auditeurs ne savent pas de ce qu'on a parlé, mais effectivement j'ai parlé de Brajlon, mais on en viendra peut-être plus tard, parce que ouais. c'est suite justement à l'adaptation par Lyon Sprague de Camp, là, que c'est intéressant de revenir sur Brajlon. Ouais. Ce que je voulais dire en fait, c'est que Patrice, il y a un homme qui s'appelle Patrice Louinet, qui est, je Ah, c'est crois, traducteur, oui. Mm. c'est traducteur, et je crois que maintenant il est directeur de collection chez Brajlon, justement sur les D'accord. travaux de Howard. En fait, enfin, lui, il compare carrément Conan à Montesquieu. Pour lui, Conan, c'est les lettres persanes, mais avec une épée bâtarde à deux mains, tu vois. C'est ce qui est, c'est vraiment ce qui, je pense, est assez important d'avoir à l'esprit quand on veut un petit peu aborder ce personnage de Conan. C'est que, ok, d'accord, c'est de l'action, ok, il y a de la violence, il y a des batailles. On est aussi là pour ça, on va pas se mentir, mais c'est pas un personnage qui est avec une seule couche, quoi. Et c'est ça qui, je pense, est un des facteurs de son succès et de sa pérennité. Voilà. Et l'évolution de son personnage, oui, son personnage qui passe par différents... quoi, voilà, c'est un peu comme s'il avait écrit des histoires qui avaient pas trop de rapport forcément les unes avec les autres, parce que ça se passe dans des lieux et des environnements complètement différents, mais c'est le même héros qui revient, Conan, et qui devient le héros de l'histoire, de plusieurs histoires, et en fait, ça en crée un lore complet, et on voit une évolution avec... ah, voilà, il est pirate, il fait plein de choses, quoi, en fait, quoi. Oui, Donc, les tour à tour voleurs, mm, mm, pirates, mm, mm. mercenaires, chef de cavalerie, et puis comme on l'a dit, il finit roi. Et Ça, quand on prend toutes ces histoires ensemble, ça crée ce personnage de Conan, mais il aurait pu mettre un nom différent sur chacune de ces histoires, et ça aurait pas créé cette même... mais il aurait pu faire différemment, oui, effectivement. oui, mais en fait, Mais il l'a pas fait. le public a été très réceptif Oui, en fait à cette figure du barbare qui était différente de ce que Howard avait pu proposer. Le truc, c'est que en fait, on peut avoir l'impression que Howard a écrit des tonnes et des tonnes de romans, de recueils de nouvelles sur Conan, c'est pas vrai. On ne là, lui, il y en a eu très peu, hein. on ne lui connaît qu'une vingtaine de nouvelles terminées sur Conan, sachant qu'elles n'ont pas toutes été publiées de son vivant, parce que on évoquait le destin tragique de Howard. Je vous disais tout à l'heure que la première apparition de Conan est en 1932. Howard s'est suicidé en 1936. Oui, Donc, ouais, il s'est suicidé. il s'est suicidé On- parce que, bon, Mm, mm. ça, en raison de problèmes en lien avec la maladie de sa mère. Non, Euh, alors, moi, j'ai entendu des choses là-dessus qui disaient que c'était un personnage qui parlait, ouais, il paraît que ça se voit dans ses correspondances que j'ai pas lues, que c'est quelqu'un qui pensait à la mort depuis longtemps, et en fait, c'est sa mère qui lui permettait, vu qu'il aimait hmm, énormément sa mère, qui lui permettait de rester en vie. Bon, il voulait pas la rendre triste, et quand sa mère est tombée gravement malade et qu'elle était sur le point de mourir, il n'y avait plus rien qui l'attachait sur Terre, et il a décidé de se suicider.
Oui, bah Une des... c'est ce que c'est effectivement moi aussi j'ai lu mm, ça aussi en faisant les recherches pour cet épisode que mm, mm. effectivement oui c'est enfin, si j'ai cru comprendre elle avait la tuberculose Oui, et Robert Howard se serait suicidé après avoir appris que sa mère était tombée dans un coma dont elle se ouais, réveillerait ouais, je crois jamais qu'elle est quoi. morte le lendemain ou un truc comme ça. Quelque C'est- chose comme ça mais Ouais, voilà. Ouais. voilà mais il est mort très jeune parce il avait tout juste 30 ans. Il avait Il tout s'est juste tiré une balle et il a agonisé pendant 8 heures. ouais, enfin, quelque chose Si vous voulez les côtés sordides de sa mort. quelque chose de très joyeux. Voilà. Mais, mais voilà, enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit pendant sa courte vie. Il a écrit une vingtaine d'histoires sur Conan, mais en fait, comme beaucoup d'auteurs de cette époque qui écrivaient dans les pulps, il n'était pas forcément destiné à avoir une descendance littéraire parce que, bon, on va pas se mentir, les pulps, c'était vraiment considéré comme, comme des publications de bas niveau, ce qu'on appellerait aujourd'hui du roman de gare, hein, ni plus ni moins. Ouais, mais ça a quand même donné des auteurs, notamment issus du Weird Tale. T'as quand même un autre auteur super connu, donc on va toucher deux mots quand même, parce qu'il a quand même influencé légèrement les œuvres Mm. de Ward, avec qui il y a une correspondance que j'aimerais bien lire. D'ailleurs, j'ai quelques extraits de la correspondance de cet autre auteur, mais je n'ai pas trouvé celle avec Howard. C'est Lovecraft. Oui, 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 et t'as tout à fait raison de les mettre à proximité parce que effectivement, ces deux auteurs qui ont publié dans les mêmes revues, qui publiaient en même temps, ils ont eu, c'est avéré, ils ont eu une très très abondante correspondance pendant les quelques années où ils se sont côtoyés. Et au-delà de ça, la proximité qu'on peut voir sur l'héritage littéraire de ces deux auteurs, c'est que beaucoup de leur survie littéraire est en fait due au travail d'Auguste Derleth, qui était aussi un auteur qui écrivait dans Weird Tale et qui, quelques années plus tard, après la mort de Howard en 36, celle de Lovecraft en 37, a fondé la maison d'édition Arkham House qui, en fait, cette maison d'édition a été la première à publier en format recueil les œuvres de Howard et notamment celle de Conan de Cimmerie, qui Et c'est s'appelle en quelle époque ça? première édition, premier recueil des nouvelles en 46, en 1946. D'accord. Donc c'est avant justement le rachat par Lyon Sprague de Camp. Oui, c'est ça, parce C'est que avant. Ok. oui, oui, c'était avant parce que l'héritage de Howard ne s'arrête pas à la publication par Arkham House, c'est qu'il y a eu un important travail de reprise et de continuité littéraire qui a été entrepris dans les années 60 par effectivement Lyon Sprague de Camp, que tu viens de citer, mais Oui. d'autres auteurs comme on peut citer par exemple Lynn Carter, qui, Oui, oui, Lynn Carter aussi. Ah oui, tout qui à fait. Donc pour les auditeurs, ceux qui savent pas, en fait, les versions de Conan le Barbare qu'on a depuis les années 50-60, c'est les droits ont été rachetés en fait par ce lion, euh, ce, 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 ce Sprague de lion Camp. Sprague de Camp, et non tordu, hein. Il a republié les Conan, mais en les remettant justement dans un ordre chronologique, en remaniant les textes, en y apportant justement plus de musculature à Conan, un peu plus d'humour, mais en modifiant légèrement, hein, il reprend pas tout, hein, mais il rajoute les textes en mettant tout dans un ordre chronologique et en entrecoupant des nouvelles de Howard par des nouvelles d'autres auteurs, de lui-même, de Lynn Carter, mais également d'autres auteurs qui sont venus se mêler petit à petit, et pour donner toute une série de Conan chronologiques. euh, voilà, par exemple, là, après, dans les premières éditions en français, tu as Conan, Conan le Cimérien, Conan le Flibustier, Conan le Vagabond, Conan l'Aventurier, Conan le Guerrier, Conan le Usurpateur et Conan le Conquérant. Sachant que dans la première édition de Ward, il y avait que l'équivalent de 3 volumes, parce que Bragelonne a réédité les textes originaux, il n'y a que l'équivalent de 3 volumes. Et par exemple, Conan le Conquérant, qui est le dernier de la série fait à l'époque hein, par Jon Sprang de Camp, c'était en fait le deuxième volume dans l'ordre qu'a écrit Howard. Oui, Conan le Conquérant, qui est plus connu sous l'heure du dragon.
qui n'est pas un film avec Bruce Lee. Non. Rien L'heure à du voir, dragon, ouais. rien à voir. L'heure du dragon, qui est une histoire où justement, je sais pas si tu la connais celle-ci. Je crois pas, non, non. Bah, en fait, c'est un peu comme un roman. En fait, ça a été sorti en nouvelle comme les autres, comme il avait l'habitude, mais il avait quand même l'idée d'un roman, d'une histoire complète. Et ça raconte l'histoire de Conan, qui est roi d'Aquilonie, et qui perd son trône suite au. Alors, c'est quoi? C'est les Numédides, c'est ça? Oui, Ouais, voilà, un peuple, Numédides voilà. était le roi Les précédent. Numédides, ok, voilà. Il se fait renverser, il perd son trône, et ça va être l'histoire de la reconquête de son trône, et c'est là où il va trouver également sa reine, et voilà, quoi. C'est une histoire un petit peu plus longue de Conan le Barbare. Sachant que ouais, ce travail en fait qui a été fait par ces auteurs qui ont assuré la continuité, ça a créé pas mal en fait de confusion dans la compréhension de l'œuvre, ce qui fait que Howard, au-delà de Conan de manière un peu plus générale, Howard, c'est un peu comme Lovecraft, ça fait partie des œuvres qui sont beaucoup réétudiées et redécouvertes depuis une vingtaine d'années, notamment à l'occasion de beaucoup de travaux de nouveaux traducteurs. On peut citer, bah, il y avait Patrice Louinet pour Conan, et pour Lovecraft, on peut citer par exemple François Bon ou David Camus. Et comme tu le disais, enfin, c'était lié C'est au vrai que fait. Lovecraft, il y avait un autre auteur, toujours, souvent il y avait les livres à l'époque, moi j'en avais pas mal, c'était vendu, c'était marqué Lovecraft, et quand tu ouvrais le bouquin, c'était non, comment il s'appelle l'autre auteur, toutes les histoires de Cthulhu, quoi, il n'y en avait qu'une seule en fait de Cthulhu, je crois, avec Lovecraft. C'est comment il s'appelle l'autre. Enfin, euh, c'était un autre auteur et c'était d'après Lovecraft. Il reprenait des textes mm, ou des bouts de texte, il reconstruisait les histoires par rapport à ça et c'était pas les originaux en fait qu'on avait. ouais. Quoi, il y avait aussi les originaux bien sûr, hein, Oui, mais enfin, ce qu'on veut dire à travers tout ça, c'est que à travers cette continuité éditoriale, c'est du matériel. Conan, c'est une œuvre bah, qui a essaimé, qui a fait des petits, dont le lore s'est enrichi au fur et à mesure des années. D'abord en format roman, en format nouvelle, et puis, et puis, à partir des années 70, avec l'apparition d'un nouveau style de Conan, puisque à partir des années 70, Conan a été adapté en comics. tout à fait. D'ailleurs, ça s'appelle pas Conan le Cimérien, ça s'appelle Conan le. Barbare, Voilà. c'est ça. Merci, Callan. Oui, oui, non, mais Donc oui, oui. à Après, ce c'est moment-là, arrivé, c'est arrivé. Alors, je clôture quand même juste avant oui. sur les bouquins, parce qu'on va faire un petit peu de pub, hein. Comme on le dit depuis tout à l'heure, Bragelonne Édition, ils ont édité les textes originaux de Ward et disponible en 3 tomes. Et moi, j'ai l'intégrale. Et c'est un super bouquin. Donc, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, foncez. Il y a des super planches, tout est retravaillé, ça se lit très bien. Et on peut se suffire aux seuls écrits de Ward, vu la taille du bouquin, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer. Et pour info, il est plus dispo. Alors, juste un petit message de sécurité à l'attention de nos auditeurs. Gagago a une bibliothèque assez impressionnante. Faites attention chez vous, ce qu'il fait est encadré par des professionnels. Et donc oui, sur les comics, tout à fait. Après, à partir des années 70, alors j'ai pas toute l'historique en tête, hein, mais c'est Roy Thomas et Stan Lee, hein, qui rachètent les droits. Ils achètent les droits, justement, à Jon Sprague de Camp, il me semble. Euh, Non, non, excuse-moi, je me permets de contredire là pour le coup. C'est en fait, pour la petite histoire, on est à la fin des années 60 et effectivement Stan Lee et Roy Thomas veulent bah, comment dire, diversifier un petit peu l'offre du catalogue Marvel, et ils ont l'impression qu'il y a de la place, qu'il y a une attente pour un comic qui traite d'Heroic Fantasy. Sauf il se tâte un petit peu quel est le bon support qu'il faut enfin quel est le bon héros qu'il faut qu'on valorise. Et à la base, Roy Thomas, il n'était pas particulièrement emballé par Conan. Il connaissait très très peu l'œuvre. Il avait plus dans l'idée de faire une adaptation comme John Carter de Mars,
d'Edgar Riceborough, le créateur de Tarzan, si je dis pas de conneries. Ou alors une adaptation du personnage de Tongor, de Lynn Carter justement, un des auteurs qui a pris la suite de Howard à côté de Lyon, Prague, Sprague de Camp. Et du coup, Stanley et Roy Thomas se tâtaient un petit peu. Et pour des questions d'argent, parce que souvent ça tient à ça, ils se sont rendus compte que les droits de Conan étaient un peu moins chers que ce que demandait Lynn Carter. Et donc c'est comme ça en fait que ils ont jeté leur dévolu sur Conan pour créer le comics qu'on connaît aujourd'hui. Et Et du ensuite, coup à c'est qui ils pas ont acheté les droits? Ah oui, et, c'est à Glenn Lord qu'ils et ont c'est acheté et les c'est droits. ça. Et du coup ils ont Et c'est à Glenn Lord, tout à fait, ouais. ils ont acheté les droits à Glenn Lord, qui était devenu dans début des années 60, l'exécuteur testamentaire, enfin le gestionnaire du domaine littéraire Mm, mm. de, des ayants droit de Howard. Et Donc, non pas à, donc je reprends, non pas à Lyon, Sprague de Camp, ils ont acheté les droits à Glenn Lord. Et pourtant $50. Et donc, du coup, ouais, en 1970, Roy Thomas se met au scénario et il est accompagné d'un jeune dessinateur britannique, si je dis pas de bêtises. Oui. Barry Smith. Mm. Et c'est ainsi que le premier numéro de Conan the Barbarian arrive dans les kiosques sous le sceau du très respecté, approuvé par l'autorité du Comic Code. Je sais pas, enfin, tu veux en dire, deux mots de ce Non, premier non, numéro? vas-y, tu veux parler, donc vas-y. Parce que pour le coup, je l'ai lu. Là, j'ai réussi à le récupérer. Eh ben, On va peut-être pas rentrer trop dans le détail non plus, quoi. non, mais toi, sans prendre de l'avance sur ce qu'on va dire tout à l'heure, on revient quand même d'assez loin. Il faut pas se mentir, parce que les premiers épisodes, oh mon Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué, on est vraiment dans les standards de ce qui pouvait se faire au début des années 70. On est presque sur de la ligne claire. Alors, j'ai rien contre la ligne claire en tant que ça, mais bon, pour un comics qui se veut d'action et tout, c'est un style que tous les auteurs ne maîtrisent pas. En fait, on dirait vraiment qu'à l'époque, Barry Smith essayait de reprendre le style de Jack Kirby. Donc, sauf que il n'y arrive pas vraiment. On sent que ça se tâte, et c'est assez marquant de voir comment est-ce qu'en l'espace de 2 ans, les deux artistes aux manettes, donc Roy Thomas et Barry Smith, vont profondément faire évoluer leur style et leur approche pour arriver à quelque chose de plus conséquent. Il y a un épisode de cette série Conan the Barbarian qui est sorti en 73, je crois, donc un peu plus de 2 ans après, qui s'appelle Red Nails, donc les clous rouges, qui, là, d'un point de vue graphique, d'un point de vue du dessin, n'a absolument rien à voir. Là où au début on avait un Conan qui était certes grand et un peu élancé, on avait quand même un freluquet à côté du Conan qu'on voit 3 ans plus tard, qui là a gagné sa stature, a pris sa musculature qui est vraiment celle d'un bodybuilder. Il a un visage qui est très puissant, avec des traits très marqués, une mâchoire très carrée. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment la physionomie du personnage a profondément évolué. On a aussi abandonné le casque à cornes, heureusement. Le casque à cornes, ça reste tout le long avec cet auteur. Hein.
Ah, il a Euh, plus de cornes, non, il a plus de cornes, il a juste le casque. ouais, mais on a abandonné les cornes parce que Mhm. je te cache pas que j'ai trouvé ça un peu choquant pour nos auditeurs. En fait, imaginez-vous, c'est un casque qui est en fait une espèce de saladier avec deux cornes qui partent vers l'avant. C'est spécial, c'est particulier, c'est bon. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, mais là, au bout de 2 ans, on a abandonné ça. Et au bout de 2 ans, il y a quelque chose de très important aussi qui commence à être introduit dans dans la représentation graphique des aventures de Conan, c'est que bah il y a le côté sexy fantasy qui apparaît petit à petit. Et les personnages féminins sont souvent assez voluptueux, que ce soit des personnages de princesses, de servantes, de prostituées ou de guerrières. On a ce côté sexy fantasy qui fait son apparition au début, enfin du coup dans ces années 73-74. Mais comme je l'ai dit, la série Conan, Conan le Barbare, elle est toujours sous le coup de la régulation du Comic Code. Donc, on a des limitations qui sont imposées, enfin que le monde de l'édition de comics s'impose à lui-même, et la représentation des corps de manière trop voluptueuse, trop sexy, ça ne rentre pas dans ces cases-là. Et c'est du coup ce qui va amener, et là je vais te laisser la parole Gagago parce que tu connais cette série bien mieux que moi, à la création de l'autre grande série de comics de Conan, qu'on appelle bah, Savage Sword. Oui, en fait, non, faut en revenir quand même au début. Tu avais, comme tu disais, Barry Winsor Smith qui était au dessin, qui est resté 3-4 ans dessus et qui avait un Conan. Voilà, c'était pas un super, c'était pas un super barbare. Il avait un casque, les histoires elles étaient assez soft, c'était sympa. Ça reprenait quand même les textes de Ward. T'as des adaptations de certains textes de Ward, d'autres histoires complètement imaginées. Et ça prenait quand même, bah voilà, à chaque fois le héros avec une aventure sur quelques pages, et c'était bien sympathique. Et à partir des années 74 est arrivé euh, John Buscema au dessin. Oui. Donc c'est dans cette série principale hein, qui s'appelle Conan le Barbare. Donc c'est une série qui a commencé dans les années 70 jusqu'en 1993, donc pendant 23 ans. T'as plein de scénaristes, quoi, c'est Roy Thomas le principal scénariste, mais t'en as eu d'autres par la suite. Et t'as eu plein de dessinateurs qui sont venus dessus. Donc le premier, comme on l'a dit, Winsor Smith, là, et après surtout John Buscema, qui est resté très longtemps au règne de Conan le Barbare. Et c'est lui qui a vraiment donné les traits du barbare qu'on connaît, beaucoup plus musclé, avec des cheveux bien noirs, avec justement un côté, avec les femmes qui étaient un petit peu mieux faites, avec un côté peut-être, alors je dirais pas sexy, mais avec un Conan, voilà, avec plus de personnages féminins. Et il a vraiment donné la marque de fabrique de Conan le Barbare. Et parallèlement à ça, vu que ça commençait à super bien marcher, ils ont sorti d'autres revues. Ils ont sorti également Giant Size of Conan, Giant Size Conan. Donc ça, il n'y a eu que 5 numéros. C'était un format un peu plus grand de Conan le Barbare. C'était en couleur également, parce que Conan le Barbare, on l'a pas dit, c'était en couleur. Mm. Et dans Giant Size of Conan, là, tu avais une histoire à suivre qui reprenait justement l'heure du dragon, hein, l'adaptation du roman d'Howard, ou connu aussi sous Conan le Conquérant. Et tu as eu quelques numéros comme ça, et une autre revue, ils en lancent encore une autre revue parce que ça marchait bien, et cette autre revue, c'est Savage Sword of Conan. Et Savage Sword of Conan, alors c'est plus compliqué que ça, c'est pas Savage Sword of Conan. Ils ont commencé à lancer d'abord Savage Tales. Savage Tales. Tales, Oui. Tales, et là il y avait différentes petites histoires de différents personnages. Il y avait, alors je n'ai plus en tête les autres, il y avait Khazar, Oui. le roi de la jungle. Voilà, et c'est des histoires, et quelques histoires de Conan, de Cool, de Kull, là aussi. Oui, tout à fait. Et il y avait et Conan le Barbare, et là c'était du noir et blanc pour le coup, sans les règles que tu disais tout à l'heure, donc était beaucoup plus libre, c'est-à-dire qu'il n'était pas tout public. Et là, il se permettait de faire justement des scènes, les femmes étaient un peu plus arrondies, un peu moins vêtues, c'était quand même plus mature au niveau des dialogues, au niveau du sang, c'était plus sanglant, alors on était sur du noir et blanc, et ça donnait des histoires de Conan un peu plus matures,
dans cette revue-là. Alors je crois qu'il y a eu 5 numéros de Savage Tale avec Conan le Barbare, et là devant le succès, ils ont décidé de faire une revue consacrée uniquement au personnage d'Howard. Donc Savage Tale a continué de son côté avec Khazar et compagnie, et tu as eu Savage Sword of Conan avec Conan le Barbare, quelques histoires au début de Kull, je crois, mais je suis même pas sûr, et après qui était essentiellement centrée sur Conan. Et là, c'est une revue qui a duré de 1974 à 1995, donc pendant 21 ans. Il s'est arrêté même après la revue principale Conan le Barbare. Et ça donnait des histoires, qui est toutes les lettres de noblesse justement à ces histoires épiques. En tout cas, c'est celles que je lisais quand j'étais jeune. Et c'était vraiment exceptionnel. Il y a des super aventures. Alors, et c'est un petit peu comme Howard, c'est ça aussi qui est très bien dans cette série-là, c'est qu'il n'y a pas d'ordre chronologique du tout, contrairement à Conan le Barbare qui va essayer d'en garder une certaine, mais sans que le personnage évolue réellement, hein, mais il vieillit petit à petit au fil des tomes. Dans Savage Sword of Conan, on va voir, ça va passer on va le voir roi, on va le voir pirate, on va le voir voleur, barbare, ça va revenir sur sa jeunesse. Ça va être un peu dans tous les ordres. Chaque auteur et chaque dessinateur va pouvoir donner libre cours à ses idées et à sa vision de Conan, et ça va donner des vraies anthologies justement d'Heroic Fantasy, et c'est génial. Voilà. Alors la série Conan le Barbare, la principale série, elle est quand même restée à donner ça reste assez enfantin. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train de me faire la collection, justement, l'intégrale des Conan le Barbare. C'est chez Panini. Il y a Panini qui est en train de tout rééditer, là, actuellement. Et ça, ils ont, depuis une vingtaine d'années, réédité Conan le Barbare. Mais actuellement, à l'heure où je vous parle, pratiquement tout est disponible. Et ils ont fait plein de super albums. Donc il y a cette intégrale Conan le Barbare qui va de 1970, et actuellement on en est à, je tourne la tête légèrement, à 1982. Donc il y a déjà 12 ans de Conan le Barbare qui est sorti en album. Et ils nous ressortent également les Savage Sword of Conan. Alors par contre, l'édition de Savage Sword of Conan, elle est exceptionnelle, parce que ils nous sortent l'intégrale de la revue traduite. Donc là, c'est un gros pavé. Ils vont te sortir les 4 Savage Tale of Conan, non, ou les 5, là où il y avait, je regarde les 5 premiers, ouais, c'est ça. Et après les Savage Sword of Conan, mais avec l'édition complète, c'est-à-dire ça reprend également tous les textes, toutes les pubs de l'époque traduites, tout est mis dedans en fait. Comme la revue initiale, c'est un vrai trésor, et c'est vraiment, graphiquement, c'est superbe. Voilà, c'est un vrai trésor. Mais bon, Conan le Barbare, il y a donc eu Savage Sword of Conan, comme je viens de vous dire, mais il y a eu d'autres séries encore, hein. Tu as aussi King Conan, qui raconte les histoires de Conan quand il est roi. Alors, j'en ai pas lu depuis longtemps, mais ça sortait en revue également quand j'étais jeune. Et ça racontait l'histoire de Conan quand il est roi, avec sa femme et ses enfants, il me semble. C'est des petites histoires de Conan, c'est destiné aussi aux plus jeunes, quoi, à tout public, hein. Ça, c'est sorti entre 1980 et 89 aux États-Unis, donc quand même pendant 9 ans, il y a eu de quoi faire. Et après, il y a eu d'autres séries. Ils ont sorti plein d'autres séries par la suite, mais qui ont duré moins longtemps. Donc toutes les séries dont je viens de vous parler, c'était publié chez Marvel. Oui, était publié chez Marvel. À l'époque, dans les années 90, on a eu droit à quelques publications, quelques traductions chez Semic. Semic, c'était Marvel. Oui, oui, oui. Oui, ah oui. C'était Haredi. Les premières publications en France, c'était Haredi. C'était des albums couleur, assez fins, mais plutôt grand format. Et je crois, mais je suis pas sûr à 100%, que c'était du Savage Sword of Conan, mais recolorisé. Mais recolorisé en France, du coup. D'ailleurs, les couleurs étaient dégueulasses. Oui, oui, oui. Et ça, c'est des albums qu'on peut trouver qui sont un petit peu collector quand même. Moi, j'en ai pas de cette collection. Et après, effectivement, c'était Semic qui avait sorti Conan le Barbare et c'était quoi les deux séries? Super Conan, voilà. Super Conan, Spécial Conan. Ouais, voilà. Moi, j'en ai quelques-unes chez moi. C'est le genre de truc qu'on trouve dans les boutiques, de BD d'occasion. Alors franchement, c'est assez sympa parce que on peut voir vraiment du travail d'époque, que ce soit en noir et blanc ou des versions couleur. Il y a juste petit truc, c'est que bon, c'était pas forcément de la super qualité à l'époque, donc ça a un petit peu tendance à s'abîmer. Ça part pas encore en morceaux, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Et ce qui est un peu plus embêtant aussi, bon, alors certes, il n'y a pas
il n'y a pas d'ordre chronologique, comme on l'a dit hein, dans les histoires de Conan, mais là en fait il n'y en a même pas dans ces recueils-là, dans l'ordre de publication des comics. Oui, tout à fait, ouais. Donc en Parfois, fait, il passe des vieux de Buscema, après des récents. En général, c'était même un mélange des deux, des vieux et des récents, voilà, donc dans les Super Conan, en tout cas, quoi. Mm. faut... Voilà, bon, ça peut paraître être du détail, mais quand on vous met le nom d'un artiste ou d'un scénariste sur la pochette, et que vous vous rendez compte que sur les 4 histoires, il n'y en a qu'un qui vient de ces artistes-là, bon, Mm, c'est mm, pas que mm. vous faites la gueule, mais bon, voilà, c'est une manière de présenter les choses qui est un peu flatteuse. Et ça peut quand même jouer parce que tu l'as dit, Buscema est resté pendant très longtemps, mais il n'a pas assuré évidemment l'intégralité des dessins dans Savage Sword ou dans Conan. Il y a d'autres artistes comme Mike Docherty ou Gary Oui, Quabbott, après, il est par parti, exemple. ouais, il est parti, il y en a eu plein d'autres après. Et Mais lui, il est resté aux commandes quand même pendant 8 ans, à peu près, hein, ouais, sur ouais, Conan ah le oui, Barbare. il a Mm, mm. vraiment marqué de son empreinte, hein, Et sur Savage Sword aussi, hein. Ouais, Mm. ouais. Et sur les scénaristes aussi, il y a eu, enfin Roy Thomas est resté pendant un peu plus de Bah, 10 ans, jusqu'aux ouais, années c'est ça, 80. 1980, il y avait que lui, ouais. Mm. Et en fait, moi, en faisant les recherches là du coup pour cet épisode, je me suis rendu compte que je voyais des noms de scénaristes. Je me dis mais je connais ces mecs, je les connais. Et oui, Ah, t'en as eu plein, hein. t'as quand même eu quelques signatures un peu sympas dans les Bah, années 80. Brut John, Ouais, déjà. Bruce Jones, Chris Claremont. Alors ça c'est pour celles et ceux qui sont fans des X-Men. Chris Claremont, c'est notamment le scénariste qui a créé les personnages de Malicia et de Mystique. Et c'est lui qui était à l'écriture sur l'arc du Phénix dans X-Men. Mm, ok. Je ne sais pas si ça te parle. Bon, c'est Bon, donc, il y a longtemps, c'est hein. quand Jean Grey Mm, mm. Ouais, elle devient un phénix, devient ouais. possédé par une puissance absolue. On a quelques autres auteurs, et moi ça m'a fait tiquer. Il y a Chuck Dixon et Doug Moench qui bossaient à l'époque chez Marvel avant de partir chez DC. Alors là pour le coup, c'est pour les amateurs, les amatrices de Batman. Dixon et Mensch, c'était les auteurs qui étaient à la manœuvre pendant l'arc Nightfall de Batman. Et donc ce sont eux qui ont créé le personnage de Bane. Tu sais, l'arc où Batman se fait briser la colonne vertébrale. Non, non, moi, j'aime pas Batman. Ah. Oh là 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 là. Alors, Je déteste Batman. ça va Oh, rester au ce pauvre montage. héros chauve-souris, là, Oh, aïe, 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 aïe. il a juste Bon, son porte-monnaie. alors, C'est pas Conan. Conan, lui, il a... ouais, mais Ah, tes propos resteront au montage, tu en assumeras la responsabilité. ouais, sans problème. Donc voilà, ben, enfin, juste pour dire que c'était à l'époque que Conan, c'était une signature de qualité dans l'écurie Marvel, et ce jusqu'au début enfin, première moitié des années 90. Époque Mm, à laquelle le personnage perd en intérêt vis-à-vis du public et un peu mis de côté, parce que, comme tu l'as souligné, 95, fin de Savage Sword, Conan le Barbare, l'autre série, s'est arrêtée en 93. Et mm. après de ça, ouais, c'est le Oh, personnage. c'est un petit peu perdu, ouais, c'est perdu. Bah voilà, il y avait quand même, et ça durait quand même assez Ça a longtemps, hein, duré donc, longtemps, mais voilà, il y a vraiment eu une pause. Et c'est mm, l'époque, en fait, où une autre maison d'édition mm, a racheté les droits à Marvel. tout à fait. Dark Horse Comics. Les amis de Dark Horse Comics. Enfin, je dis les amis, je les connais Mm, pas, hein, mm. mais c'est juste que moi j'aime bien ce qu'ils font chez Dark Horse. Et alors là, on change quand même d'approche. Mon point de vue, c'est que jusqu'alors, on avait une approche qui était entre guillemets assez classique du comics, c'est-à-dire d'un point de vue graphique, hein, j'entends, c'est que on avait, Ça, c'est l'ancienne école, tout à fait, hein, c'est s'arrêter. Ouais, ouais, et après, on arrive à une nouvelle école avec Dark Horse, ils ont renouvelé Conan, tout à fait, ouais. on dessine au crayon, on fait les Mm, ancrages, mm, on colorise mm. ou pas.
Alors que quand on arrive chez Dark Horse, le point de vue graphique qui est pris par les deux artistes qui sont à la manœuvre, bah, Kurt Busiek et Cary Nord, ça va vraiment être d'introduire de la couleur dans Conan. Mais quand on vous dit introduire de la couleur, là, on va vraiment faire péter un peu les standards par rapport à ce qu'on était habitué à faire. Parce que l'illustrateur prend le pari d'illustrer Conan pendant presque 3 ans, tout à la peinture à l'acrylique. Ce qui est un changement extrêmement radical, mais apporte une épaisseur en fait dans la proposition d'aventure qui est, moi je trouve quand même assez folle. J'aime beaucoup les vieilles versions de nouvelles comme par exemple La fille des géants du gel, mais quand on voit ces éditions chez Dark Horse Comics, c'est une petite claque visuelle. Enfin moi je me rappelle quand j'ai découvert ça, d'être resté assez scotché et de prendre vraiment mon temps pour avancer dans l'histoire, tellement je passais du temps à dévorer des yeux les illustrations qui étaient faites. Alors forcément, moi je vais pas d'accord dans le sens que moi je suis le vieux Gagago qui râle. Je n'aime pas du tout le travail qui a été fait par Dark Horse. Je suis trop habitué à mes vieux Conan et mes vieux Savage World of Conan en noir et blanc. Je n'arrive pas du tout à me plonger dedans. Ces dessins justement à l'aquarelle, je trouve que ça, À que l'acrylique. c'est justement, mais j'aime pas les nouveaux comics en fait. Moi, je suis toujours resté sur l'ancien style. Sauf quoi, ça dépend, mais dès que le dessin comme ça, il part en peinture ou je sais pas quoi, ou qui explose comme ça, bah, je trouve que ça fait beaucoup moins réaliste. Pour moi, hein, c'est vraiment un point de vue personnel. Et Mhm. j'ai beaucoup de mal, moi, avec ceux de Dark Horse, quoi. Ah bah Mm. le côté réaliste, enfin bah, je comprends que ça puisse ne pas être ta tasse de thé, il y a pas de problème. Le truc c'est que justement moi le côté réaliste je trouve qu'il est plutôt réaffirmé avec ce travail-là. C'est que t'as beaucoup plus d'épaisseur dans les représentations. Enfin, quand tu vois la lumière qui se reflète sur la peau et sur les muscles de Conan, le fait de plus être du coup dans cette logique de noir et blanc prend tout son sens. Pour moi, on a le côté réaliste est au contraire Mm. beaucoup plus valorisé. Beaucoup C'est plus peut-être le valo- cadrage, c'est la mise en page, Ah, c'est la après, manière dont la narration de l'histoire qui me. Alors c'est peut-être pas les dessins, c'est peut-être plus la manière dont c'est raconté, et même c'est vraiment que c'est pas le style que j'aime bien. Après, je comprends tout à fait que ça a énormément de succès, que les gens adorent, il y a aucun souci, mais c'est pas moi ce que j'aime bien justement dans le comics. Et même ça raconterait un comics dessiné comme ça, raconterait l'histoire de je sais pas qui, bah j'aurais c'est vraiment ces auteurs-là, c'est pas ma cam, mm, quoi. ouais, après je vois ce que tu veux dire sur le côté mise en page. C'est vrai que là, pour le coup, on est beaucoup plus sur une logique. T'as presque l'impression que parfois ils veulent faire du cadrage photo comme s'ils étaient en train de filmer. Ouais, c'est possible, c'est Il y peut-être ça qui a, m'a gêné, je il sais y a, pas. il y a- il y a un truc comme ça, alors qu'on a des représentations qui sont moins coupées. Tu vois, c'est-à-dire dans les vieux Conan, bah, dans pratiquement tous les plans, dès que tu as de l'action, tu vois Conan dans son intégralité, tu comprends ce qu'il fait. T'as pas Mm, mm. un focus sur une partie de son corps ou un cut qui est fait au milieu du ventre pour valoriser uniquement le haut du personnage. Enfin, si c'est fait, ça l'est fait de manière beaucoup moins fréquente. Et c'est vrai qu'il y a il y a cet aspect-là, et c'est vrai que c'est une approche qui est différente. Après, moi, je trouve que le côté fantastique qu'il y a dans les histoires de Conan, bah, il est servi par le travail de la couleur. Quand tu as dans les tout premiers tomes de ces Conan de Dark Horse, le voyage en Hyperborée, euh, enfin, c'est quand tu vois les vieux Hyperboréens, enfin, qui sont des êtres immortels et qui, au fur et à mesure des millénaires de vie, en viennent à évoluer, à ne pratiquement plus ressembler à des humains, c'est quelque chose, je trouve, qui est vachement porté par la couleur. Et t'as d'autres aspects
d'autres aspects comme ça. Quand t'as Conan qui se bat contre un démon crapaud géant dans la Cité des Morts, bon, bah c'est... Vu que là c'était un run spécial avec Mike Mignola, le créateur de Hellboy, qui était au scénario, bah Mike Mignola, tu lui enlèves la couleur, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc je suis d'accord avec toi. Enfin, il y a un côté évolution dans le médium, mais moi j'aime beaucoup. Moi j'aime La beaucoup. couleur, t'en avais quand même déjà depuis le début dans Conan le Barbare, hein. Ouais, enfin, c'est pour ça que je parlais pour moi de presque de ligne claire par moment, quoi. Oui, oui, il y a de la couleur si tu veux, mais là pour le coup, je trouvais qu'elle n'avait absolument pas d'intérêt. Pas Mm. d'intérêt. Tu parlais tout à l'heure de certaines rééditions qui étaient colorisées quand elles arrivaient en France. Bah, tu vois, pour moi, on est un peu Ouais, dans le même ouais, acabit, quoi. ouais, Enfin, quel est mm, l'intérêt à part dire, ah bah regardez les enfants, c'est super, il y a de la couleur. Enfin, mm. enfin, moi je vois ça comme ça et je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus avec cette approche qui a été faite qui a été faite dans les travaux chez Dark Horse. Et même, même par certains aspects, en fait, le travail de peinture un peu acrylique, il y a un moment, de toute façon, il devient quasiment indispensable. Parce que, on va pas se mentir, il y a un truc qui était hyper vendeur dans les Conan, c'était c'était les jaquettes, c'était les premières de Mm, couverture mm, mm. qui souvent étaient quand même incroyablement stylés. Rarement c'était le dessinateur qui était à l'intérieur du comic ou du magazine qui faisait la couverture. En général, il prenait des artistes invités pour faire des choses. Mais quand tu vois les couvertures comme ça, tu dis putain, mais franchement c'est sexy. Et en fait, on sait que c'est sexy depuis Frazetta, depuis Frank Frazetta, qui était un illustrateur très connu des années 70, je crois, qui justement bossait beaucoup sur les jaquettes des romans de Lyon Sprague de Camp. Et donc, Oui, oui, c'est lui qui avait fait les couvertures à l'époque, qui, ouais, tout à fait. Et qui si, avait donné les premières images comme ouais, ça de Conan, ouais, furieux, le Conan en barbare comme ouais. ça, c'était lui. Amis Mm. auditeurs, amis auditrices, si vous ne connaissez pas Frank Frazetta, on peut vraiment que vous conseiller de faire une petite recherche là sur internet, Frazetta avec un Z et deux T, parce que franchement c'est assez incroyable d'un Mais point il de a fait vue. un film d'animation en plus, Frazetta. Oui, il l'avait pas fait C'est avec. quoi, Hydra Oui, mais de c'était. feu et de glace ou un truc comme ça. Attends, je regarde en même Mais il temps. l'avait pas. Mais il y Comment avait ça pas. s'appelait? Mais il y avait pas Fire justement. on Ice, avec un barbare aussi. Ouais, Tigra, la glace et le feu en français. Voilà. mais il y avait pas Roy Thomas aussi qui avait bossé sur ce truc? Je crois, ouais. 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 Enfin, c'est un petit monde. Tout ça pour dire que c'est un tout petit monde. Mm, mm. Il a Euh, collaboré dessus, ouais. Il a ouais. collaboré dessus. C'est pas lui qui l'a fait. Ok. Et donc voilà, ouais, sur Dark Horse, sur les runs des 3 premières années où il y avait cette collaboration entre Busiek et Nord, enfin, moi je trouve que c'est assez incroyable. Après, les artistes changent, ils essayent de garder l'esprit, mais bon, ça perd un petit peu en qualité de mon point de vue. Et je crois que... Combien de temps est-ce que Dark Horse a gardé les droits au final? Je crois que Dark Horse a gardé les droits de Conan seulement pendant une dizaine d'années. Si je dis Ouais, pas, c'est à peu près ça, ouais. Ouais. si je dis pas de À peu près bêtises. 10 ans. Et après, c'est revenu chez Marvel. Ils ont sorti des albums de Conan le Barbare. Donc là, j'en ai un. Alors, c'est avec Aaron au scénario. Et j'ai bien aimé. Je trouve ça pas mal ce qu'ils ont fait. Il a relancé, ils ont fait un Conan le Barbare comme ça en 2 volumes, avec une histoire complète où il est roi, il repense à des moments de son passé, et c'est bien dessiné, c'est bien violent, c'est très sympa. Ça, c'est vraiment le mieux, je pense, qu'ils ont refait quand ils ont quand ils ont repris Conan il n'y a pas longtemps, Marvel. Après, ils ont fait d'autres albums de Conan le Barbare avec différents auteurs. Et franchement, je trouve que graphiquement, c'est très c'est nul. Je trouve ça nul. Alors, les couleurs sont très belles, mais les dessins, si tu t'imagines le dessin sans les couleurs qui sont mis par informatique, ah, c'est vraiment pas terrible, hein. Et j'ai pas continué, du coup, ces séries-là. Ah, Et ils en ont sorti aussi pas mal avec Conan qui se retrouve dans le monde de Marvel de nos jours.
Ah, oh là, oh Euh, là 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 là. Oh là 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 là. voilà, t'as Oh, les, oh, oh, tu me fais peur là. Là, tu me fais peur. Ah, mais ça c'est pas mal par contre, ça m'a bien fait marrer. Euh, comment ça s'appelle? Je les ai aussi, je suis à côté de ma bibliothèque. Savage Avenger, voilà. Donc c'est Conan, en fait il y a eu des petites histoires de Road to Home, là, c'était des petits fascicules sémiques qui étaient sortis avec Conan qui se retrouve dans le présent. Je sais plus comment, suite à une bagarre contre un magicien, il le fait téléporter. Et dans Savage Avenger, c'est Conan qui va faire alliance avec différents Avengers, quoi, différents personnages Marvel et former une nouvelle équipe pour vaincre différents méchants lors de leur périple et avec espoir de retourner sur Terre. Donc il est dedans, il est avec Wolverine, avec qui d'autre quoi. Voilà, il est avec, il y a aussi, qui c'est qu'il y a dedans? Il y a Venom. Alors attends, je regarde parce que j'ai. C'est ça qu'on appelle un isekai. Ouais, ça pas un reverse isekai, voilà, c'est exactement ça. À un moment, ah ouais, voilà. Alors, dans la première équipe, t'as Elektra, Wolverine, Venom, Punisher et Conan le Barbare. Et un autre que je connais pas, qui est un professeur vaudou ou je sais pas quoi. Et alors, moi j'aime bien parce qu'il y a Conan, forcément. Et il pense comme Conan le Barbare. Et dès qu'il voit un truc, ça l'énerve, il fonce avec son épée et paf, il zigouille tout le monde. Quand il voit une jolie fille, il est content. Et donc moi, ça me fait marrer. Après, ça reste quand même de la série Z. Mais c'est sympathique, les dessins sont sympas. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, mais c'est un petit peu ce qu'ils en ont fait. Ils ont sorti d'autres albums comme ça, avec Conan qui est dans le présent et tout. Je sais pas ce que c'est leur délire avec ça. Ils ont sorti aussi du Sword of Conan. En tout cas, il y a eu que 2 albums de sortie en France. Le premier était une histoire complète en un seul album. C'était plutôt pas mal, plutôt bien dessiné. Et le second volume, c'était des petites histoires, ça allait, mais bon, ça vaut pas les bonnes vieilles histoires de Savage Sword of Conan de l'époque. Après, je trouve qu'ils n'ont pas réussi, à part celui de Aaron où c'est original parce qu'il y a des flashbacks et ça se passe à différentes époques et tout ça, c'est assez sympa. Les autres, ils n'ont pas réussi à renouveler le truc, hein. Alors autant ceux de Dark Horse, j'aime pas les dessins, mais autant au niveau, ils ont tout réécrit Conan, ils ont refait, quoi. Voilà, pour les gens qui accrochent les dessins, c'est génial, quoi. Ils ont vraiment apporté une plus-value au personnage de Conan le Barbare. À son retour chez Marvel, selon moi, ça n'a pas été le cas. C'est sympa, c'est divertissant, mais ils ont pas réussi. D'ailleurs, ils ont reperdu les droits et je sais plus qui c'est qui les a récupérés. Mais c'est plus Marvel de nouveau en tout cas, quoi. Bah moi après les Dark Horse, j'ai complètement lâché. J'ai pas particulièrement recherché à voir des nouvelles choses. J'ai vu effectivement passer des BD de la Fnac, je sais plus. J'ai Alors, feuilleté un peu et j'étais vraiment pas emballé quoi. Enfin le. alors c'est le Giant Size of Conan, Mhm. quoi, c'est un album qu'ils ont sorti qui s'appelle comme ça, qui est un peu plus grand, un format un peu plus grand. Et dedans, c'est des petites histoires de différents auteurs. Et celui-ci, il est sympa. Il est très sympa. Et je recommande. D'ailleurs, il y a une histoire muette, avec une petite histoire de Conan qui est muette comme ça, qui est très sympa, qui est très bien faite. Là, ça apporte quelque chose, mais c'est plus un travail d'auteur. Alors que les autres, bon, en plus, ils ont sorti aussi un album. Alors, comment elle s'appelle, la nana ces différentes nanas qu'il a eu là, Valeria, c'est ça? Euh, Valeria. Alors Il y en a une qui s'appelle Valeria, il y a pour, Betty. pour moi, Valeria, c'est dans le film. Non, il y a aussi Il y a Red Sonja. Non, ils ont pas fait Red Sonja, ils ont fait Valeria ou un truc en V, je sais plus ce que c'est, et la Reine des Pirates là aussi, quoi. Hmm, Ils en ont d'accord. sorti 2 comme ça, des spin-offs, mais les dessins sont vraiment pas ouf, quoi. Je les ai pas achetés, quoi. Pour que Gagago n'achète pas un truc, faut Voilà. vraiment que ça le tente pas, quoi. Bah ouais, je trouve que c'est les dessins, j'ai l'impression que c'est fait par ordinateur, ou je sais pas, y a pas la même, quoi. C'est de l'industriel en fait, tu vois, il y a pas une touche artistique, un truc qui se dégage, comme les Buscema là, où il y avait quand même une touche quoi qui était excellente. Donc je voulais quand même rajouter Oui, vas-y. quelque chose d'important, parce qu'on ne l'a pas parlé, c'est un personnage secondaire, tu viens de la citer, Red Sonja ou Red Sonja quand ça a été adapté après dans le comics, qui est un personnage qui à la base a été créé par Howard, mais vite fait, Uh-huh. et qui a été adapté. Après, on la voit justement dans quelques épisodes dès le départ des aventures de Conan le Barbare, dans les premiers des années 70. Et après, elle a eu sa propre série chez Marvel également.
série où on voit Conan qui arrive, qui arrive dans certaines histoires également. Et ce qui est intéressant, c'est dans les auteurs, tu as un des auteurs, celui qui dessine, celui qui la dessine, c'est Frank Thorne. Je sais pas si tu connais. Non, je crois pas. Là, là comme ça, là, Alors ça, ça c'est un auteur qui est très intéressant. Alors, il a jamais dessiné de Conan le Barbare, il a juste dessiné les Red Sonja, là. Et c'est un auteur qui s'appelait, il était surnommé The Blue Wizard of the Comics. Et en fait, quand il allait en convention et compagnie, il était toujours habillé en magicien bleu, avec un chapeau de magicien et tout ça, il avait une barbe, et il jouait le magicien. Et il paraîtrait que c'est l'inventeur du cosplay, le premier à s'être vraiment déguisé comme ça. Alors après, si c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Il avait d'ailleurs un modèle qui l'accompagnait déguisé en Red Sonja, et il posait toujours avec elle et tout ça. Il était complètement amoureux de ce personnage-là. Et c'est lui qui a dessiné donc pour Marvel les premières aventures, alors peut-être pas les tout premières, mais c'est lui qui est devenu le dessinateur qui a vraiment dessiné Red Sonja comme on la connaît, avec son armure, quoi, je veux dire, avec un soutien-gorge en armure et un pagne en armure, là, faut quand même y penser, et qui est une farouche guerrière avec des lèvres pulpeuses et une belle chevelure rousse. Et en fait, ce gars-là, au bout d'un moment, il a arrêté de dessiner Red Sonja parce que il se trouvait pas assez libre pour aller faire tous ces fantasmes qu'il avait autour de ces guerrières. Et il a lancé son propre personnage qui n'a plus rien à voir avec Howard, qui est Gita Dalizar. Et là, c'est une sorte de Red Sonja blonde qui a souvent les seins à l'air, mais dans un monde d'heroic fantasy, pareil, avec de la magie, des guerriers, des machins. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur cet auteur-là, qui est très intéressant, alors qui est décédé maintenant, bien entendu, mais The Blue Wizard of the Comics, le magicien bleu des comics, et donc qui a vraiment mis sa patte dans l'heroic fantasy avec ce super personnage de Red Sonja ou Red Sonja. Bah, merci Gagago pour cette reco. Est-ce que on changerait pas de médium? Oui, Parce que, comme on l'a évoqué, Conan, ce sont des romans, des nouvelles, ce sont des comics chez différents éditeurs, mais aussi, c'est peut-être par le biais des films que on a le plus souvent été familiarisé avec le personnage de Conan. alors moi j'ai connu d'abord le comics, mais oui, le film est très important, effectivement, et c'est ça qu'il a rendu public, en tout cas en France, connu au grand public, effectivement. Donc en 1982, on voit apparaître sur les écrans de cinéma, une silhouette musculeuse qui manie une grande épée et qui parle avec un accent coupé au couteau. Conan, le barbare, incarné par le grand, l'immense, le légendaire Arnold Schwarzenegger. 1982, c'est un peu tardif, vu le succès que le comics a connu dans les années 70 à travers les différentes séries dont on a parlé. Le truc, c'est que apparemment, Il n'y a rien eu d'autre avant du même genre, hein, je crois, au bah, cinéma. Hein. C'est le tout premier film comme ça, un petit peu de fantasy. il y a Excalibur, on peut penser à Ouais, Excalibur Excalibur. éventuellement, Mm, mais le truc, c'est que, enfin, de ce que j'en ai compris, c'est que dans les années 70, il y avait eu des premiers projets d'adapter Conan au cinéma. Le truc, c'est que l'éditeur original des, des travaux de Howard avait fait faillite, et ce qui restait des ayants droit de Robert Howard faisait des difficultés pour lâcher les droits d'adaptation au cinéma. Autant les droits d'adaptation en comics et la continuité littéraire étaient cédés, autant pour l'adaptation au cinéma, c'était pas encore le cas. Donc le projet n'a pas pu se faire dans les années 70 à cause de ça. Il a vraiment fallu l'arrivée de Laurentis, l'homme d'affaires qui arrive et qui sorte la planche à billets pour racheter les droits d'adaptation. Alors, je me suis renseigné et en fait, tu sais que Schwarzenegger n'était pas le premier choix. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, oui, effectivement. Ouais. Que j'ai cru comprendre que Charles Bronson avait été pressenti à un moment. Ouais, ça doit être ça, ouais. Charles Bronson, c'est possible. Lorsque le script... Heureusement qu'ils n'ont pas pris ça, quoi. Charles Bronson...
Bon, je vais pas être très objectif parce que j'ai vu Death Wish 3 là, il y a pas longtemps, et du coup, ma vision de Branson en est foutue à jamais. Mais c'est surtout en fait que à cette époque, le script était un peu plus axé sur un Conan plus mature, plus âgé, déjà roi. Mais Ah oui, ils finalement, ont changé le script complètement là. voilà, et Ok. puis Mm, finalement, ils ont pris la décision de partir sur un Conan plus jeune. Et la légende raconte aussi que Stallone avait été un moment envisagé pour incarner Conan. À l'époque, Ah il bon? faut se rappeler, bah, Stallone était une vedette montante. Le premier Rocky était sorti quelques années auparavant. C'était quelqu'un qui savait faire des scènes d'action, qui savait faire ses cascades, et donc il avait été envisagé. Bon, finalement la même année, Stallone a fait Rambo First Blood, ce qui est une très très bonne chose au final que les rôles se soient répartis ainsi, je pense. Et il y a une anecdote que j'ai relevée dans une interview de Roy Thomas, encore lui qui était consultant sur l'écriture du script, c'est que une des choses qui a fait que la balance a un petit peu plus penché du côté de Schwarzenegger que de celle de Stallone, c'est la question de l'accent. Alors, si vous avez vu Conan le Barbare en version originale, vous savez de quoi je veux parler, parce que à l'époque, Schwarzenegger, il avait un accent à couper au couteau. C'était vraiment horrible, et même dans Conan, il parle quand même assez peu, on va pas se mentir. Il y a très peu de conversations parce que, bah, mine de rien, son accent était quand même un petit peu choquant à l'oreille. Sauf que les producteurs se sont dit, ouais, mais en fait, Conan le Cimérien, c'est le seul Cimérien qu'on voit à l'écran. On ne sait pas quel accent a un Cimérien. Donc dans l'absolu, ça passe. Alors que si tu prends Stallone avec son accent de Brooklyn, là, pour le coup, ça va peut-être être beaucoup plus dérangeant. Mm, mm. Donc voilà, c'est une petite anecdote que j'ai entendue qui m'a bien fait marrer là-dessus. Donc Conan qui a vraiment été un succès d'estime, hein, parce que c'est parce que moi je l'ai revu il y a pas longtemps, du coup, Conan le barbare. Tu l'as revu toi ou Mm. pas? Ah, moi je l'ai revu, oui. Alors peut-être pas pour que j'ai vu il y a 2 3 mois, quelque chose comme ça, quoi. J'ai chopé en Blu-ray pour le voir avec mon fils, Ouais. pour lui montrer. Et moi je trouve que c'est un film qui s'est au contraire bonifié avec le temps, quoi. Bah, il est servi par une musique qui est quand même assez incroyable. Hein, hein. Il faut le dire. La narration, elle est bien. Voilà, quoi. C'est la manière dont est amenée l'histoire, c'est sympa. C'est tout le côté narratif qui raconte l'histoire du personnage, où d'ailleurs le narrateur on le rencontre vers la fin du film. C'est ce côté-là que je trouve c'est un très bon film d'Heroic Fantasy et qui s'est vraiment bonifié avec le temps. Les acteurs, les personnages, l'histoire en elle-même et surtout tout le délire qu'il y a. Alors ça n'a rien à voir avec le bouquin, mais parce qu'ils ont vraiment inventé, quoi, ils ont pris d'autres choses, mais tout le délire entre l'acier, le méchant qui est à la recherche de l'acier et à la fin il trouve que ce qu'il y a de plus fort c'est la chair et tout ce délire-là, moi je trouvais ça excellent. Bah, ça s'éloigne quand même un peu du Ouais, ouais, matériel ça s'éloigne beaucoup, hein. original. D'ailleurs, Roy Thomas, Roy Thomas avait été consultant là sur l'écriture, et il était quand même pas hyper satisfait du résultat en termes d'histoire, parce qu'il trouvait qu'on s'en éloignait beaucoup. Mais Cyrus, donc le réalisateur, a compris un truc, c'est que Conan, c'est une présence. C'est une présence avant tout, et t'as pas besoin de le faire parler, lui faire des longs discours pour qu'il explique ses motivations, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il va de tel endroit à tel endroit. Non, ce qu'on veut quand on a un Conan, c'est on veut une présence, on veut quelqu'un qui inspire la force et la puissance et l'aventure. Et c'est en ça que c'est quand même vachement bien fait, et que effectivement ce film ne vieillit pas. Il est servi avec un scénario qui est assez simple. Il n'y a pas une intrigue, il y a pas une intrigue de malade.
Il y a un méchant qui est quand même assez charismatique, parce que moi, James Earl Jones, je trouve qu'il est quand même assez Ouais, il est stylé. excellent, ouais. Ouais, ouais, il Même, est très bien. même Il est avec bien. sa frange, il est quand même Ouais, ouais, très ça stylé. passe bien, quoi. Et Ouais. puis, il y a un vrai choix dans la Ouais, mise la en scène. musique, elle est mise au bon moment, Bah, l'évolution du personnage, tout le délire de Conan qui est... Alors effectivement, comme tu dis, ça suit pas l'œuvre originale, mais ça propose un Conan quand même qui tient la route, qui est une autre image, c'est une vision de Conan. Voilà. et puis Et comme on le, disait tout à l'heure au tout début de l'émission, le Conan tout musclé et tout ça, comme on peut le percevoir maintenant, bah, ça vient de ce film en fait. Parce que ouais, dans le roman ou même dans le bouquin, il est pas, quoi, il est baraqué, je suis d'accord. Mais là, c'est vraiment une montagne de muscles, hein, Schwarzenegger. Surtout à ah, cette époque-là, c'était waouh. clairement. Et puis Ouais. dans le film, t'as ce choix aussi de faire beaucoup de prises de vue en extérieur. Les scènes dans le temple à la fin du film avec ce grand escalier qui est illuminé par des centaines de bougies. Enfin, c'est quand même impressionnant. C'est quand même Il y a des scènes impressionnant. marquantes là, tu sais, quand, Ouais, quand, quand il va pour essayer de libérer la princesse avec le groupe. Alors ça, cette scène, elle est géniale parce qu'ils sont un petit peu comme des voleurs et tout ça. Ils vont, exactement. ils vont rentrer dans la forteresse et là, t'as une scène d'orgie horrible où ils bouffent des cadavres, quoi. C'est... Oh, moi, ça m'avait choqué petit ça. Et quand je l'ai revu, pareil, ça m'a... Je trouvais ça génial. En revanche, La suite, c'est ouais, ouais, c'est un bide, la suite, ça. C'est le, que j'ai pas voulu le revoir. Toi, tu l'as peut-être bah, revu, mais moi j'ai refusé. non, 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 parce que pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, nos auditrices, on a regardé plusieurs choses. Mais bon, il y a un moment où notre solidité morale atteint ses limites. On n'est pas les gens de Nanarland. Il y a un moment, faut pas se faire tant de mal que ça. Voilà, on va peut-être du coup pas beaucoup parler de Conan le Destructeur. Voilà, Bah, c'est que juste. c'est linéaire, quoi, c'est ça, c'est que ça reprend le même personnage, mais avec une aventure, c'est qu'il va d'un point A à un point B avec son équipe, et il rencontre, entre le point A et le point B, 3 à 4 adversaires qui va zigouiller, et après il arrive au point B, et c'est la fin. Voilà, scénario linéaire, sans intérêt. Voilà, alors Par rapport au que 1, t'as quand même des gens qui sont plutôt calés à l'écriture du scénario. T'as Jerry Conway, qui est co-scénariste du film. Conway, c'est le créateur du Punisher. C'est le mec dans les Spider-Man qui a écrit les épisodes avec la mort de Gwen Stacy. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires, qui sait créer des personnages bah, un peu, un c'est peu que c'est emblématiques. surcoté, tout ce que tu viens de me dire. Ah là 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 là. Bon, je, je, Plaisante. je laisserai ton adresse mail perso en descriptif de cet épisode. Comme ça, chers auditeurs, chers auditrices, si vous voulez insulter Gagago, vous pourrez le faire. Après, il y a eu le troisième film, du coup. Alors, et c'est là que ça part un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on considère comme le troisième film? Ah bah, il y a eu qu'un seul autre Conan, Bah... où le personnage principal est le héros. Oui, Toi, tu veux me alors... parler de Calidor, c'est ça? notamment parce que, en fait, effectivement, si on parle de Conan dans le titre, là, toi, tu voudrais me parler du film avec Jason Momoa. Exactement. Voilà, alors que moi, je peux penser à deux autres films. Ah bah Et, vas-y, sur les deux autres. bah, effectivement, Calidor, comme tu l'as évoqué, qui est le titre français, parce que le titre original, c'est Red Sonja. Donc Tout à fait. déjà petit coup de pute dans la traduction du titre parce que le personnage principal du film c'est Brigitte Nielsen, c'est Red Sonja et Mm. Calidor qui est certes joué par Schwarzenegger n'est que le sidekick, c'est que l'ami de l'héroïne. Donc il y a un truc, un petit coup de pute comme ça dans le titre du film et où en fait on a un personnage de Schwarzenegger qui certes ne s'appelle pas Conan, mais il est habillé comme Conan, il a le même bandeau au cuir dans les cheveux, il a les mêmes tuniques, il brandit Ah la oui, bah même c'est Conan, épée, clair, ils ont il a payé la les même droits, coupe c'est de tout, hein. cheveux. C'est 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 le même réalisateur d'ailleurs que Conan le Destructeur. Donc pour moi, Et le film est au même niveau que Conan le Destructeur, si je me souviens bien. Je l'ai pas revu, hein. alors Calidor pour le coup je l'ai vu il y a pas longtemps. Alors oui,
Oui, je le mettrais à peu près au même niveau, même si je te cache pas que j'ai un peu plus rigolé devant Kalidor que devant Conan Ouais. le Destructeur, parce que c'est un peu what the fuck par certains aspects, mais en même temps le fait d'avoir une héroïne plutôt qu'un héros, ça change un peu légèrement le style. Après, oui, enfin, t'as des costumes qui sont complètement claqués. Enfin, le montage est quand même un peu compliqué à suivre. T'as un petit peu quelques faux raccords par-ci par-là, mais qui sont visibles et donc ça te sort du truc. T'as des... Tu vois, moi, ces deux films-là, je m'en rappelle de quand je les ai vus à l'époque, mais c'était, je veux dire, c'était il y a 20 ou 30 ans. Hein. J'avais même qu'au moment de leur sortie, je veux dire en VHS sûrement, c'est à ce moment-là que je les avais vus. Et donc j'avais vu Conan le Barbare et là c'était jouissif, c'était génial, surtout il coupe la tête, les machins au début et tout ça, quoi, c'était génial pour un gamin. Et le sentiment que j'ai eu pour Kalidor et Conan le Destructeur, c'est le même. J'étais tellement impatient quand je mettais le film, je me dis mais je vais retrouver le même plaisir qu'avec le premier Conan et j'ai l'impression de me faire arnaquer en fait. C'était mon premier sentiment de me faire arnaquer que j'ai eu dans ma vie. C'est avec ces films-là. C'est de l'arnaque par rapport à ce qu'on nous vend. Voilà. D'accord. Malheureusement. Pourtant, il y a Oui. Schwarzenegger dans les deux, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. Ouais, mais tu vois, à la limite, j'ai pas de problème à dire que tout moyen que ce soit, ça reste des films. Ce que Ah, j'ai parce que toi, t'en as vu d'autres qui pas, sont même pas des films. parce que du coup, ouais, j'ai regardé Kul, Kul le Conquérant avec l'inaccessible Kevin Sorbo, l'acteur qui jouait dans la série Hercule dans les années 90, je crois. Ouais, ok. Pourquoi je le range dans la catégorie Conan? Parce que, bon, déjà, bah, comme on l'a dit en début d'épisode, c'est bah, même origine, même créateur, Robert E. Howard, et surtout que à la base, le film qui est produit par la fille du producteur de Conan le Barbare et Conan le Destructeur, ce film était prévu pour être Conan 3. Sauf que Ok. Schwarzenegger ayant refusé de reprendre son rôle après bah, plus de 15 ans sans l'avoir incarné, bah, les producteurs ont dû aller se tourner vers un nouvel acteur, et donc Kevin Sorbo. Euh, Sauf que Sorbo ne voulait pas reprendre un personnage qui avait déjà été incarné. Il avait sa petite fierté, son petit caprice. Donc en fait le deal, ça a été de dire bah écoute, on garde notre histoire, sauf que bah le personnage ne s'appellera pas Conan, mais il s'appellera Kul, et puis voilà, basta. Et chers auditeurs, chères auditrices, c'est un vrai nanar. Là pour le coup, c'est un vrai nanar. C'est. En fait, j'ai presque envie de dire que c'est une parodie qui s'ignore, parce que c'est mauvais, mais c'est tellement mauvais. En fait, c'est vraiment filmé. Tu te rappelles des séries des années 90, bah, comme Hercule ou Highlander? Ouais. Tu te rappelles de la manière dont c'était filmé, c'est-à-dire qu'on te remplissait le cadre à l'écran, mais t'as aucune composition, t'as pas de proposition, t'as que des gens qui sont présentés en gros plan et en statique, et on veut te faire dérouler l'action comme ça. Les combats, mais c'est presque drôle tellement c'est nul. Les décors en carton-pâte, j'en parle pas. Les accessoires en plastique, je n'en parle pas. Mais je crois que le pire dans ce truc, c'est les dialogues. Alors je l'ai vu en VF, mais oh la vache, oh la vache, mais c'est nul. Il y a zéro intention. Les mecs essayaient de te mettre des dialogues avec quelques références à de la pop culture, genre des références à Star Wars pour, euh, pour te faire passer la pilule. Et je terminerai avec les effets spéciaux. On est en 2000. Et honnêtement, le truc, mais c'est un niveau de série télé. C'est un Mais c'est quoi, mo... c'est image de synthèse ou c'est du carton? Ah non, c'est de l'image de synthèse, mais avec, Ah oui, quand même. avec les incrustations bien dégueulasses.
Ouais, 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 Vraiment, 2000, ouais, ouais, ouais. vraiment, vraiment dégueulasse. Et si vous avez pas le courage de vous taper tout le film, au moins regardez la scène de confrontation de fin là contre la grande méchante. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On alterne, bah, pour le coup, on alterne entre de l'image de synthèse et du caoutchouc dégueulasse. C'est, enfin, c'est, Ouais, j'ai pas vu du tout, quoi. Ouais, je faut sais bien me pas croire, pourquoi mais je regarderai pas. je sais pas pourquoi je me suis infligé ça parce que Ouais. c'était Mais t'as vu vraiment. pire, je crois, non? Euh... Un autre que t'as vu l'autre jour, là, que tu m'as dit que tu regardais. Alors, euh, ça a peut-être rien à voir avec Conan, mais comment ça si. s'appelle déjà? Hathor. Ah oui, à tort, oui, mais ça c'est plus de la Conan exploitation, quoi. Ouais. Mais à tort, c'est, comment dire, c'est une production italienne fauchée qui essaye de surfer un peu sur la vague Conan dans le milieu des années 80. Et là c'est pareil, c'est très cheap. C'est très cheap, mais presque, presque Bah, t'as plus le côté drôle, quoi. sympathique nanar, peut-être, Ah, contrairement aux autres. bah, beaucoup. C'est ça? Enfin, on l'a dans Cul le Conquérant, mais là, dans Hathor, tu l'as encore plus. Ouais. Sachant que J'ai tu, pas vu, moi, non. tu l'as pas vu, mais tu connais une des actrices du Ah, bah, film. elle est ultra connue, quand même. Oui. J'ai oublié le nom parce que, en clair, pour chers auditeurs, chères auditrices, Hathor, qui se bat évidemment contre les forces du mal, succombe à un moment au pouvoir maléfique d'une espèce de succube qui est jouée par l'actrice de Black Emmanuel. L'actrice de Black Emmanuel, c'est Laura Jamser. Voilà, J'ai donc, jamais prononcé son nom. donc Jamser. Ouais. on a une magnifique scène d'amour en format presque film érotique. C'est c'est gênant, c'est gênant. Ah ouais, à ce moment-là, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, ouais, j'étais là, ouais, je suis pas super à l'aise. Combien de temps ça Alors, dure ce truc? chers auditeurs, je voudrais quand même, je sais pas si vous avez remarqué, il y a 10 minutes à peu près, Ikalan a dit nous n'avons pas regardé toutes sortes de films, nous ne sommes pas Nanarland, Non, non, et non, il s'est quand même enchaîné non, Kalidor, non, non. Hathor, Kull, mais il s'est Gagago, regardé tous les nanars. Et moi, Gagago, par contre, je ne me suis pas fait avoir, Ga- je lui ai passé des liens, je l'ai motivé, mais je n'ai pas de temps à perdre à regarder ça, bien entendu, non, quoi. mais surtout que tu es d'une mauvaise foi crasse parce que j'ai pas, ce que j'ai dit, c'est que notre résistance morale a des limites. Ah bah, Et pas la tienne. ah bah après, attends, après Cul et Hathor, là ça... Non, là je crois que j'étais un petit peu arrivé aux limites. Et encore, j'ai pas encore parlé de la série Conan, dont Ouais, on verra. Bah, je vais pas d'abord parler, avant que tu parles de la série Conan, ouais, parce parler que du dernier film Conan. là aussi c'est Gagago qui m'a envoyé le lien pour que je fasse tout le travail. Non mais moi hier je me suis revu, j'avais déjà vu à l'époque Conan de 2011, hein, le film avec Jason Momoa, que vous connaissez dans Game of Thrones, comment il s'appelle Gabro là dans Game of Thrones, je sais plus. Je sais plus, ça fait trop Mais qui est Aquaman tout simplement, hein. Et donc en 2011 il a joué le rôle de Conan le barbare. Et c'est un film que j'avais vu au moment de sa sortie, j'avais trop hâte, Conan, quoi, le héros de mon enfance et tout ça. Et j'avais trouvé le film nul à chier, c'était vraiment une honte pas possible. Eh ben, j'ai revu hier soir, hein, et figure-toi que bah, j'ai plutôt pris du plaisir à le regarder. longtemps. Du C'est coup, un film qui manque clairement d'ambition. Je pense qu'ils ont... Voilà, il aurait fallu plus de fric, plus de... ils auraient dû mettre plus le paquet dessus, ça aurait pu vraiment être très bon. Donc on voit qu'il manque quelque chose. Alors, le scénario, on est très loin de l'univers de Conan, ça n'a rien à voir, hein. Alors, il y a peut-être deux, trois mots comme Aquilonien, ça doit venir à un moment donné, ou ça aurait pu être un. Par contre, c'est un très bon film d'Heroic Fantasy. Quoi, très bon. C'est un film sympathique d'Heroic Fantasy, où on retrouve les voleurs, les magiciens, comme un petit peu comme du Donjon et Dragon, avec un héros qui fait fortement penser à Conan. Et pour le coup, il est très bien en Conan, l'acteur. Parce que c'est un Conan, comme on décrivait au début du hmm. podcast, qui est plutôt comme qui est agile, qui est rapide, alors qui est baraqué, certes, mais c'est pas ce qui prédomine sur son physique, c'est aussi sa rapidité. C'est très violent, il y a des scènes très gore dans ce film-là.
T'as des très beaux décors, mais ça manque un petit peu de Conan le barbare, quoi, du lore, et ça manque d'ambition. Mais c'est dommage, quoi. C'est vraiment, on est passé à côté de quelque chose. C'est les producteurs qui ont dû ralentir et qui ont choisi les mauvais scénaristes. Voilà. Mais sinon, c'est à regarder, pas à regarder comme. Si vous l'avez vu à l'époque et que vous n'avez pas aimé, regardez-le de nouveau. C'est pas si mal. Voilà. Si vous l'avez jamais vu, Et, ne tentez pas, quoi. et tu l'as. Tu as Conan trouvé. 2011, ça a quand même une dernière chose dessus, c'est l'acteur. Si, l'acteur, j'ai trouvé très convaincant, en fait. Bah, Je sais pas, moi, je n'ai pas j'ai vu le trouvé très bien film, l'acteur. mais c'est vrai que c'était un peu les critiques que j'avais entendues, c'est qu'en termes de représentation, il était peut-être plus proche de l'esprit original. Mais pas le reste. Mais pas le reste, quoi. Ah, voilà, Même c'est si ça, à c'est exactement ça. Ron Perlman ne peut pas tout faire lui tout seul, quoi. Ah, Et ouais, on le voit pas beaucoup, de toute façon. et du coup, Et donc voilà, sur le cinéma. Donc ouais. série, oui, série. Bah, série, on va peut-être pas forcément s'éterniser. Moi, j'en ai deux que je veux quand même pas placer en reco. Évidemment, il y a celle dont tu m'as passé les liens il y a pas si longtemps, la série Conan télévisée, donc en format live action, hein, une série de 2000 avec Ralph Muller qui joue Conan de Cimmérie. Alors Ralph Muller, je pense que le choix a été fait de le prendre parce que, comme Schwarzenegger, il est bodybuilder. Il a gagné des concours, il a gagné des concours de bodybuilding. Je crois il est rentré dans les compétitions de Mister Univers à plusieurs reprises, comme Schwarzenegger l'avait fait. Juste pour vous donner une idée, hein, c'est à 18 ans, il faisait 1m98, non pardon, 1m90 pour 130 kg. Tu vois, on est de retour sur un Conan musculeux Ouais, et voilà, ouais, c'est puissant, l'image quoi. du Conan qu'on a. Et voilà, une seule saison sur cette série. C'est pas très compliqué à comprendre pourquoi à la vision du premier épisode. Parce que voilà quoi, enfin on a un Conan qui est tout raide, qui est droit dans ses bottes, qui a du mal à être très agile, un comédien qui malheureusement n'est pas manifestement pas comédien professionnel, ça se voit dans le jeu. Mais l'histoire qui a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir avec Conan à part le nom du perso en fait. Bah, Parce que moi j'ai regardé 10 minutes, j'ai pas pu, ça m'a ennuyé. on te met des éléments de lore, Oh, il y en a un effectivement. petit peu quand même. Okay. Ouais, bah on te met le nom de Conan, t'as le dieu Chrome oui, qui voilà, est présent, t'as le nom des nations, et après j'ai juste regardé le premier épisode. Ouais. Si je suis motivé, peut-être que je pousserai un peu plus loin. Mais voilà, c'est pas, ça a pas l'air très bon objectivement. C'est pas insupportable pour autant. C'est un peu sympathique, un peu nanar là aussi. Donc pourquoi pas. Enfin, si c'est votre truc, le côté kitsch, peut-être que vous allez passer un bon moment. Parce que voilà, ça sent quand même pas mal la série fauchée. Hein, les combats contre les momies aliens en mousse et les belles images de synthèse. Ça date de 2000, mais t'as vraiment l'impression que les images de synthèse ont été faites 10 ans plus tôt. C'est compliqué, c'est compliqué. Et l'autre série dont tu voulais parler, c'était quoi? Alors là c'est plus pour le fun parce que j'aime bien le générique. C'était la série dessin animé des années 90, Ah, le dessin animé. Okay. Conan l'aventurier, Ouais, c'était bien ça. Ouais. avec notamment un super générique chanté par Bernard Minet que moi j'aime beaucoup. Que moi Ouais, j'aime j'ai beaucoup. écouté, c'était sympa, ouais, très sympa. C'était Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal étoile, il mène une lutte fantastique, celle du bien contre le mal. Et il se bat pour sauver la terre, au grand galop sur son tonnerre, pour délivrer ses pauvres parents, changés en pierre par les méchants.
après, la série en tant que telle, là, on est vraiment sur de la fantasy pour des enfants, tu vois, donc c'est très coloré. Conan n'a pas le côté ombrageux qu'on peut lui connaître dans d'autres adaptations. Donc voilà, c'est plus gentil, c'est plus gentil. Mais si vous aimez bien ces séries d'animation, enfin ces séries de dessins animés des années 90, c'est vraiment sympa. Et surtout cette série, c'est une coproduction française et on a au scénario Jean Chalopin. Tu sais qui est Jean Chalopin? Non. Bah, c'est le père de Ulysse 31 en fait, pour te la faire simple. Ah, ok. Ouais, Voilà, ok, ça qui marche. a bossé sur plein de séries. Jace et les Conquérants de la Lumière, les Ok, ok. Inspecteurs Gadget, les Mystérieuses Cités d'Or. C'est français, Jace et les Conquérants de la Lumière? C'est coproduction française. Ouais, ah, je savais pas. Et Je du pensais que coup, c'était américain. ouais, on a Jean Chalopin qui est au scénario. Donc vous voyez un peu l'esprit que ça peut avoir assez années 80, 90 quoi. Donc Bah, moi, je me souviens quand j'étais petit, j'en avais pas vu beaucoup d'épisodes, mais j'aimais beaucoup Conan. ah bah c'est Peut-être la musique que j'aimais bien, je sais plus. J'ai vraiment très peu de souvenirs, ah, mais bah je me après. souviens d'un épisode qui m'avait marqué, je sais plus quoi, mais il y avait un truc je sais pas quoi. C'était bien en tout cas. Bah là Des c'est bons et souvenirs. puis c'est très pour les enfants parce que c'est Ouais, ouais, Conan. j'étais tout petit moi. Conan avec ses amis, Ouais, c'est ça, ouais. t'as le voleur, t'as le Ouais, magicien et tout, et puis il y a une petite vibe mm, un mm. peu Donjons et Dragons, tu vois, c'est Ouais, 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 c'est- c'était ces souvenirs un petit peu. les- Alors, il y a un truc qui est quand même important, parce que tout à l'heure on a parlé des comics. oui. Donc c'est un petit peu pas un retour en arrière que je fais, mais on n'a pas parlé de bande dessinée. Non. Enfin, Et il faut savoir que Conan le Barbare, l'œuvre originale, elle est quand même libre de droit, donc tu as eu des adaptations depuis qui ont été faites, mhm, notamment chez Glénat, qui sort régulièrement et qui sort encore, il me semble, des adaptations des nouvelles de Conan le Cimérien. D'ailleurs, ça s'appelle Conan le Cimérien et non pas Conan le Barbare. mhm. Par différents auteurs et différents scénaristes. Chaque fois un album, c'est une histoire qui reprend une des nouvelles de Ward. Et ils en ont sorti pas mal comme ça. Tu as toujours une version couleur et une version plus grand format en noir et blanc, qui sont des versions collector. Ça sort depuis 2018. Alors personnellement, j'en ai lu aucune, mais ça fait super longtemps que je me dis qu'il me les faut, étant fan de Conan. Et plus le temps passe, plus il y en a. Donc il va falloir que je m'y mette. Donc voilà, tu connais? Pas du tout? Alors, est-ce que c'est la série de BD où effectivement ils changent de scénariste et d'artiste à chaque numéro? Oui, exactement. Ouais, ouais, Et le je dernier, vois je vois, lequel c'est c'est. août 2023. Donc, tu vois, ça continue encore. Ils en font une tous les 6 mois, à peu près un peu plus. Bah, T'as Conan le l'avantage. Cimérien, le Maraudeur Noir, Conan le Cimérien, Zutal, la Crépusculaire. Voilà, t'as des histoires à chaque fois. Ouais. L'Ordre du Dragon, qui est sorti également. Alors, bah, l'avantage du coup de changer d'équipe, c'est qu'effectivement tu peux avoir un rythme de parution un peu Les Clous soutenu, quoi. Rouges. Voilà, ils ont Ah, fait les les Clous clous Rouges, rouges, ils bah ont tout fait. Ouais. Ils l'ont sorti. ça c'est une histoire classique qui est assez cool. Ouais, ouais. Je crois que c'est quand les premiers exemplaires étaient sortis, je crois que je les avais manipulés, enfin je les avais parcourus vite fait, et c'était peut-être du coup le tome en particulier sur lequel je suis tombé qui m'a vraiment pas emballé. Enfin, Ah, en fait, j'ai lu comme quoi ils n'étaient pas tous bons, mais t'en avais des excellents. Et c'est un petit peu pour ça que je me suis jamais mis dedans, parce que je sais pas lequel est le bon et lequel est pas le bon, et j'ai peur de tomber sur le mauvais. Bah, Donc, j'ai entendu exactement, j'ai hein. entendu exactement la même chose. C'est ça, c'est que apparemment ils essayent de faire un peu pour tous les goûts, et puis forcément si tu changes l'équipe Il n'est pas bien, artistique, ouais. bah tu auras des choses qui toi vont te plaire et le truc d'après te plaira pas. Donc non, je te cache pas, j'ai pas Bah, je tenté vais me l'aventure. sacrifier, je m'en prendrai un et je te dirai Ah, ça, je te ferai un retour, quoi. je te cache pas que là, je suis plus en mode essayer d'approfondir ma connaissance sur les Savage Sword, sur les classiques, Ok. qui je pense, enfin, s'il y a peut-être une reco à retenir ce soir, pour moi, ce serait celle-là, hein. Si vous avez envie de lire Bah, c'est Conan. l'intégrale de Savage Sword of Conan qui est disponible actuellement chez Panini. C'est quoi? C'est plus de 1000 pages, hein. C'est un album à 80 € pièce.
T'as le troisième album qui va sortir ce mois-ci, je crois, et t'as le quatrième qui sort à la rentrée. Moi, j'en ai que le premier parce que 80 € pièce, c'est très cher. Oui. Mais je suis super content de l'avoir. Donc, je me le fais offrir à mon anniversaire. Donc, je vais en avoir un par an. J'espère que le tome 4 sera toujours disponible dans 4 ans, dans 3 ans, du coup. Bah, Voilà. chers auditeurs, chères auditrices, vous savez quoi offrir à Gagago pour son anniv. Ouais, vous pouvez me l'offrir comme ça si jamais il y a quelqu'un qui a de l'argent, qui veut simplement faire plaisir à quelqu'un qui a fait un podcast. Icalan ne semble pas en avoir besoin, donc pensez à moi, n'hésitez pas. Ah, mais c'est parce que je suis altruiste, je pense aux Bah, autres. c'est très bien, je te Je, félicite. je te laisse te faire offrir les bandes dessinées et Ok, moi je me tape les pas de problème. films de qualité discutable. Sinon, en BD, vu qu'on parlait de BD, quand même, il y a quand même quelques parodies qui existent, on peut quand même les citer. Alors moi, j'ai pas parce que j'en ai dans ma bibliothèque, il y a celle de Couchot. T'as le Banni, c'est une sorte de Conan le barbare qui boit du vin rouge, je me souviens plus trop, j'ai lu ça il y a un autre temps. Mais il avait fait aussi Conan le barbaresque. Alors, je sais pas si c'est encore édité ça, mais c'était sorti chez, je sais plus chez qui. C'est quoi, c'est des trucs qui passaient chez Pilote à l'époque. Donc c'est rigolo, voilà, c'est des parodies de Conan. Et plus récemment, il est sorti Connie la barbare. Ah, Connie! Connie la barbare, c'est une BD, on va dire, pour adultes. C'est une BD italienne en couleur, avec de très jolies couleurs. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais ça raconte l'histoire de Connie la barbare, qui lutte contre des méchants. Vous noterez, chers auditeurs, que Gagago accepte la couleur quand l'œuvre n'est pas destinée à tout public. Non, mais j'ai Je, j'ai je, du je mal trouve, avec ce truc je trouve que tu des choisis tes autres. combats quand même, hein. Ah, non, mais le Dark Horse, j'ai vraiment du. Je trouve il y a pas la couleur, elle enlève les expressions des visages, quoi. Je sais pas, moi, c'est pas mon style, c'est vraiment pas mon style. Et ça m'énerve parce que j'arrive pas à le lire du coup. Et l'histoire a l'air géniale. Et ça me coupe vraiment dans ma lecture. Ouais, Mais Savage Sword of Conan, lisez-les, vraiment. ouais, bah oui, voilà. Alors, si je peux en recommander un de l'époque, si vous voulez quand même vous lancer pour avoir un aperçu des deux d'un seul coup. C'est l'album qui est toujours disponible chez Panini, Conan, l'heure du dragon. Donc on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce qu'à l'intérieur, ça, en fait, c'est une histoire complète qui reprend le roman, le roman novélisé de Howard, hein, donc qui était le deuxième recueil qu'il a écrit. Et dedans, ça reprend, que je vous dise pas de bêtises, je l'ai devant les yeux, ça reprend les Giant Size of Conan, les 4 premiers Giant Size of Conan, et en fait, ils n'avaient pas pu terminer leur histoire dedans, et ils ont terminé l'histoire dans Savage Sword of Conan, avec des histoires en noir et blanc. Donc D'accord. en intérieur, vous avez le style qui était dans la revue Conan le Barbare, et la fin de l'histoire, c'est dans le style de Savage Sword of Conan. Donc vous les avez les deux pour le prix d'un. C'est un volume avec un début, une fin, une histoire complète. Donc celui-ci, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous prendre ça. C'est très bien. Et moi, si je devais faire une reco plus précise, alors là, du coup, ce serait du côté Dark Horse euh, pour, euh, pour la variété. Chez Dark Horse, moi, je vous recommanderais le tome qui s'appelle La Tour de l'éléphant, basé là aussi sur une des histoires originales de Howard, où là, on voit, de mon point de vue, toute la toute la diversité, la complexité du personnage de Conan qui n'est pas mis uniquement dans une posture de guerrier qui brandit son épée, mais qui doit aussi agir comme un voleur, doit jouer l'infiltration et est confronté à une comment dire ça, confronté à la cruauté de la civilisation au cours de son aventure et c'est quelque chose qui est presque poétique par certains aspects, notamment à sa Avec une, conclusion. avec une influence Lovecraftienne. Oui, clairement avec une influence Lovecraftienne dans le déroulement de l'histoire et dans le nœud de l'intrigue. Alors, Et par contre, je vais contredire Ikalan. attends, tu me C'est contredis plus sur les recos dispo. maintenant. C'est plus dispo. Ah, tu dois pouvoir l'acheter en démat,
Ah moi, oui, en moi- démat peut-être, mais moi- en album simple, c'est plus dispo. Par contre, il fait partie de l'intégrale Dark Horse qui est sortie chez les Panini et que lui est dispo. donc, Il est dedans. donc, tu ne me contredis pas, tu précises, Non, c'est tout. je précise, pardon. Attends, on va commencer à se faire contredire sur les recos maintenant. On aura tout vu. Je suis trompé de mots. Il est tard. Bah, chers auditeurs, nous allons nous en arrêter là. J'espère qu'on a pu vous convaincre de lire ou de découvrir Conan le Barbare. Donc, mon cher Ikalan, est-ce que tu as un mot à rajouter pour terminer? Bah écoute, je veux te remercier d'avoir fait cet épisode ensemble. On s'était dit qu'on allait tenir 1 heure, je pense qu'on va faire un petit peu plus. Mais comme vous avez pu l'entendre, chères auditrices, chers auditeurs, il y a quand même pas mal de choses à découvrir en ce qui concerne les aventures de Conan le Barbare. Ce qui est un monde vraiment, vraiment fascinant, hyper intéressant. Et du coup, comme Gagago, j'espère qu'on aura réussi à vous donner l'envie de découvrir ou de redécouvrir cette grande œuvre qui est Conan le Cimérien. Voilà. Ah oui, le Cimérien, excuse-moi. Bah, Conan, on va dire. Détective Conan. Non, rien à voir, rien à voir. Allez, bonsoir tout le monde, à bientôt. Au Allez. revoir. Au revoir tout le monde, à bientôt.